Je vous souhaite la bienvenue à ce Low Coffee Morning que nous organisons ce matin avec Mazars. Et bienvenue à Elena Aubray, avocate associée chez Mazars, société d'avocats, Yves Charles Zimmermann, également avocat associé chez Mazars, et Raphaël Maric, avocat associé chez Mazars, qui vont nous parler ce matin de l'immobilier et surtout d'éviter les pièges de la fiscalité. Donc, je laisse à Raphaël le plaisir de commencer cette session. Merci beaucoup à tous. Alors, tout d'abord, je voulais remercier toute l'équipe de la CCI pour l'incroyable organisation qu'elle met en place à chaque fois. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. On va aborder ce matin le vaste thème de la fiscalité immobilière. Nous avons souhaité aborder ce thème sous différents prismes de la fiscalité, à savoir la fiscalité des entreprises, la fiscalité patrimoniale, et la TVA. Donc, comme vous l'avez dit, pour ce faire, on a demandé à Elena Aubray, qui est managing partner du cabinet d'avocats, de se joindre à nous, et Yves-Charles Zimmermann, qui est en charge du pôle de fiscalité, entre autres, patrimoniale, d'assurer cette présentation. Et pour ma part, comme je l'ai dit, je m'occuperai de la partie TVA. Alors, on a pris le parti en fait de découper cette présentation suivant les différents cycles de vie d'un immeuble, à savoir l'acquisition, la détention et la cession. Et au travers des différents cas pratiques, on va essayer de partager avec vous des conseils, des points d'attention et ce que l'administration, ce que l'on voit comme remarques ou tentatives de redressement ou points d'attention que l'administration relève dans le cadre de ces vérifications de comptabilité. Donc, n'hésitez pas en fait tout au long de la présentation à nous poser des questions via le chat. On essaiera soit d'y répondre en live et si on n'a pas le temps ou on risque d'être pris par le temps, on y répondra ultérieurement par email. Et les slides vous seront envoyés très prochainement, je pense que dans les prochains jours. Donc, si vous êtes d'accord, on va attaquer et on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Mon ordinateur veut bien fonctionner. Voilà. Donc, ça, c'était un peu l'intro. Forcément, j'ai toujours un peu de mal à suivre les slides. Le premier cas pratique, il s'agit de l'entrée de l'actif dans le patrimoine. Donc, nous sommes dans une situation où on envisageait un particulier ou une entreprise acquiert un terrain à bâtir afin d'y construire un immeuble. La première question que l'on a dans ce genre de situation, c'est effectivement quelle est la définition d'un terrain à bâtir. Un terrain à bâtir, suivant la conception que l'on a très classique, c'est un terrain qui ne comporte aucune construction incorporée sur le sol. C'est une définition un petit peu basique parce qu'on s'aperçoit que cette notion aucune construction incorporée sur le sol n'est pas forcément vraie. La définition exacte, c'est tout immeuble ou tout bâtiment qui est impropre à l'utilisation. Donc, on se retrouve dans des situations où des terrains sur lesquels des ruines sont édifiées et pour autant, on va considérer cet élément et cet actif comme un terrain à bâtir. Donc ça, c'est déjà un premier élément d'attention sur la qualification en tant que telle, de bien s'assurer que l'on est dans une logique de terrain à bâtir. La notion que l'on évoquait notamment ici de particulier versus entreprise ou assujetti est aussi un élément très important. La notion d'assujetti, elle s'entend au regard des opérations que l'on va réaliser. Ce n'est pas parce que vous êtes un particulier, vous avez l'étiquette d'un particulier, que vous allez conserver nécessairement cette étiquette de particulier. Il y a des critères qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire est-ce que vous allez réaliser de manière récurrente des opérations, ce qu'on appelle agissant comme un assujetti en tant que tel, et la fréquence des opérations et la nature de l'activité que vous allez réaliser va potentiellement vous faire basculer d'une qualification de non assujetti de particulier à une notion à une qualification d'assujetti.
au regard, et je commencerai juste par rapport sur l'aspect TVA, ensuite je laisserai mes confrères aborder les autres thèmes. Donc, c'est la première question, est-ce que je suis un assujetti ou pas? Et la question classique, c'est que si l'opération est soumise à un moment donné à TVA, est-ce que je vais avoir droit à déduire cette TVA? Eh bien, ça rejoint ce que l'on disait, ce que je venais de dire, c'est que cette possibilité de déduire la TVA va dépendre étroitement de ce que je vais faire de la construction. Est-ce que je vais la dédier à mes propres besoins, c'est-à-dire est-ce que derrière je vais dégager et effectuer des opérations taxables ou pas, ou est-ce que je vais agir et continuer à agir en qualité de particulier dans le cadre d'une gestion patrimoniale sans objet lucratif. Ça, c'était principalement sur les aspects TVA. Je sais que Yves-Charles avait potentiellement des commentaires à effectuer sur le sujet. Oui, alors, merci Raphaël. Effectivement, en complément de ce que tu disais, je pense qu'effectivement, quelques propos liminaires peuvent être intéressants pour notamment les particuliers, puisque l'immobilier présente un certain nombre de caractéristiques avec des finalités en définitive qui peuvent être assez éloignées. On peut catégoriser ça en deux, avec, comme tu mentionnais, une première catégorie qui vise finalement un usage privatif du bien immobilier. Alors, cette catégorie est elle-même sous-divisée, en définitive, puisqu'on peut catégoriser l'immobilier qu'on peut appeler du quotidien, donc avec une finalité en définitive pour les personnes de se loger. Et il y a également l'immobilier coup de cœur, où on voit en fait un certain nombre de particuliers qui désirent acquérir une résidence secondaire, donc souvent dans des lieux un peu sympathiques comme la Côte d'Azur, hein, ou les zones de ski. Mais là aussi, et déjà, il peut y avoir une vision un peu plus large, qui est de dire je veux profiter de mon bien, mais ce serait aussi pas mal de pouvoir, à tout le moins, couvrir les frais annuels, et donc avec déjà une première vision de comment tirer des revenus de ce bien, alors même que l'usage premier est privatif. Deuxième catégorie d'immobilier, c'est celui qui est clairement destiné à l'investissement, donc avec un immobilier de rendement, avec une finalité locative. Mais là aussi peuvent et doivent se poser un certain nombre de questions, notamment quel type de location est-ce que je vais envisager. C'est lorsqu'on achète un terrain à bâtir, il faut déjà se poser ce type de questions qui vont avoir un impact assez fort sur les autres étapes que Raphaël mentionnait, à savoir la détention et la cession. Donc, envisager dès le départ, et si l'on veut faire de la location nue, de la location meublée, est-ce que c'est à court terme type Airbnb, est-ce que c'est à plus long terme? Donc, ce sont des éléments qui sont très importants avant même de procéder à l'acquisition, de pouvoir bien se positionner. Se posent des questions complémentaires, notamment sur la méthode de financement de l'opération. Est-ce que c'est avec du cash existant? Est-ce que c'est avec un emprunt? Quel type d'emprunt? Emprunt amortissable, in fine? Est-ce que c'est un mix des deux? Puisque tous ces éléments vont avoir également des impacts sur les étapes suivantes. Voilà un peu les premiers éléments, et je laisse un peu d'espace à Elena. Tout comme mes collègues, je propose de commencer également par une remarque préliminaire. Donc, lorsqu'il s'agit d'un patrimoine immobilier d'une entreprise ou d'investissement dans l'investissement immobilier, bien qu'au niveau des entreprises, on puisse avoir des impacts fiscaux
en matière, sur plusieurs terrains, en fait, sur plusieurs taxes foncières, CET, notamment la CFE. Donc, dans cette présentation, nous avons pris parti de nous focaliser notamment sur l'impôt sur les sociétés. Donc, voilà, donc d'un point de vue impôt sur les sociétés, maintenant, lorsqu'une entreprise va acquérir un terrain à bâtir qui est situé en France, bah, la première question qu'elle va se poser, c'est comment ce terrain sera inscrit à l'actif. Est-ce qu'il sera inscrit à l'actif en stock ou va-t-il être inscrit à l'actif en immobilisation? En fait, tout dépendra de quelle était l'intention. Donc, c'est l'intention initiale de l'acquéreur. Donc, est-ce que ce terrain a été acquis avec une intention de revente, auquel cas il va être inscrit en tant que stock, ou il a été acheté avec une intention voilà, de l'affecter ultérieurement à son activité en construisant un bâtiment industriel dessus ou tout simplement le garder à son actif, auquel cas l'immeuble sera inscrit en immobilisation. Après, une fois qu'on l'a acheté, on va devoir l'inscrire à l'actif, donc que ce soit stock ou immobilisation, on va devoir l'inscrire pour son coût d'acquisition. Mais qu'est-ce qu'on entend par coût d'acquisition? Par coût d'acquisition, pour un terrain, ça va être le prix d'achat, des frais accessoires, et puis, dans certaines conditions, il y a la possibilité d'inclure certains frais financiers. Par prix d'achat, le prix d'achat, il va inclure également des taxes non récupérables, mais on va diminuer ce prix des taxes récupérables comme la TVA par exemple. Et par les frais accessoires, on inclut dans les frais accessoires, on inclut notamment tous les coûts directement attribués pour mettre en place l'actif. Et puis, par les frais financiers, sont notamment les coûts d'emprunt. Donc, tous ces coûts, donc ces coûts d'acquisition vont venir, en fait, ces frais d'acquisition vont venir augmenter la valeur du terrain lors de son inscription à l'actif. Après, est-ce que ce terrain peut être amorti une fois qu'on l'inscrit à l'actif en immobilisation, sachant que si on l'inscrit en stock, la question ne se pose même pas. Mais si ce terrain est inscrit en immobilisation, a-t-on la possibilité de l'amortir? Par principe, non. Le principe, c'est qu'un terrain ne peut pas être amorti. Mais on peut avoir certains cas spécifiques, notamment lorsqu'on a des travaux futurs d'aménagement et lorsqu'on a notamment des travaux qui sont indissociables des travaux de fondation d'une construction. Dans ce cas, on peut avoir sur ces travaux-là certaines possibilités d'amortissement. Donc, voilà pour les principaux impacts lorsqu'on achète le terrain. Donc, Raphaël, je pense… Tu as un mute, oui. Raphaël. Ah. Effectivement, l'erreur du débutant. Donc, on va accélérer un tout petit peu. On attaque le deuxième cas, qui est le cas d'un particulier ou une entreprise qui acquiert un immeuble bâti situé en France. Alors, là-dessus, sur les aspects purement… Alors, bien sûr, sur la définition, ce qu'on entend par un immeuble bâti, donc à contrario d'un terrain à bâtir, c'est toute construction qui est incorporée au sol en tant que telle. Au regard de la TVA, je pense qu'il y a 3 éléments qui sont importants. Le premier, c'est la date d'achèvement, c'est-à-dire que le critère en matière de TVA, c'est de savoir si l'immeuble a été achevé depuis plus ou moins de 5 ans pour déterminer l'assujettissement à la TVA. Donc, si on est en dessous du délai de 5 ans, on va être en TVA de plein droit. Et si on est au-delà de 5 ans, on va être en exonération, exonération certes, mais possibilité d'option à la TVA pour le bailleur. Sur ce point, et ça, je pense que c'est un point qui est assez important, lorsque l'immeuble a été achevé depuis plus de 5 ans,
et que le vendeur fait une option pour l'assujettissement à la TVA, il est important d'intégrer que la déduction en tant que telle de cette TVA n'est offerte au niveau de l'acheteur qui peut être vu comme un marchand de biens, simplement au moment de la cession de cet immeuble. C'est un point assez important qui pose des problèmes en termes de trésorerie, c'est-à-dire que cette déduction, à la différence d'autres schémas, par l'acheteur, n'est ouverte qu'au moment de la cession de l'immeuble et sur lequel il aura assujetti cette opération à TVA. On est dans un mécanisme assez classique d'affectation, c'est qu'on ne peut déduire de la TVA que si elle est liée à une future opération taxable. Et on comprend l'esprit, cette décision provient d'un arrêt qu'on a mentionné notamment de 2020 pour les immeubles anciens, provient de cette volonté de la réglementation, de bien être sûr que la TVA que vous avez encourue va effectivement être liée et récupérable en raison de la cession de l'immeuble, parce que cet immeuble a été assujetti à TVA. Donc ça, c'est les deux points qui nous paraissent assez importants. Et un troisième, parce qu'il cristallise pas mal de discussions. Lorsque vous cédez un immeuble et pour des raisons liées parfois à l'acquéreur, vous ne soumettez pas la cession à la TVA, ça veut dire que normalement, vous rentrez dans une logique de régularisation de la TVA. Si tout au long de la vie de l'immeuble, vous avez encouru de la TVA, vous l'avez déduite, et lors de la cession, parce que vous êtes toujours dans le cycle de régularisation, c'est-à-dire qu'en dessous des 20 ans, vous cédez l'immeuble sans TVA, vous êtes censé régulariser les montants que vous avez déjà déduits par tranche de 20e. Il y a la possibilité de transférer vos droits à déduction à l'acquéreur qui vous les paiera. C'est ce qu'on appelle un élément complémentaire du prix. Et ces transferts de droits à déduction s'opèrent par le biais d'un mécanisme d'attestation et ce qui neutralise l'effet négatif d'une régularisation de TVA normalement due au niveau du vendeur. Alors pour les particuliers, les mêmes questions que précédemment se posent, donc à savoir quelle est la finalité finalement de cette acquisition. Est-ce que c'est pour un usage privatif? Est-ce que c'est pour un investissement? Quel type de location? Location nue, location meublée? Ou bien est-ce que cet investissement peut également rentrer dans un cadre un peu différent qui est celui du bénéfice de régime de faveur, alors au nom d'un certain nombre de ministres qui se sont succédés au cours des dernières décennies, mais ce n'est pas forcément l'objet du propos aujourd'hui. Donc, et puis, lorsque l'entreprise elle va acheter un immeuble bâti, les mêmes questions que sur l'acquisition du terrain vont se poser, les mêmes règles vont s'appliquer quant à l'inscription à l'actif et à la valeur d'inscription à l'actif, à ceci près qu'il faudra faire une ventilation entre la valeur du terrain et la valeur de la construction, donc du bâtiment, parce que d'un point de vue d'amortissement, les règles, là, pour le coup, elles changent considérablement. Autant le terrain, on ne peut pas l'amortir, autant la construction sera amortissable. Donc, on peut voir de temps en temps à l'actif des sociétés, des entreprises, terrain et construction pour une valeur globale et amorti pour la totalité. Donc là, l'administration, attention, l'administration peut revenir et peut faire un split de la valeur et réintégrer la quote-part de la valeur du terrain qui a été passée en amortissement. Donc, c'est important d'avoir cette ventilation à l'actif de son bilan. Alors, peut-être un point en plus que j'ai omis d'aborder. Je parlais du délai de plus ou moins de 5 ans. On peut très bien se retrouver, et c'est un cas qu'on a vécu dans le cadre de vérification, on peut très bien se retrouver sur un immeuble que vous avez acheté depuis plus de 5 ans. Et puis, naturellement, on se dit, voilà, à partir du moment où vous l'avez acheté depuis plus de 5 ans, vous rentrez dans l'exonération et se pose la question de l'option. Mais il y a un élément à vérifier, c'est-à-dire que durant la vie
la période de détention, est-ce que vous avez réalisé des travaux significatifs sur l'immeuble qui lui confèrent à nouveau cette qualité d'immeuble neuf? Ça, c'est un point d'attention. Peut-être qu'on en abordera après, mais les choses ne sont pas toujours aussi figées qu'elles apparaissent. Et l'historique, la vision de l'historique et la vision de ce qui a été fait sur l'immeuble est toujours très, très, très importante pour pouvoir caractériser la nature de l'immeuble et derrière le traitement qui s'y applique. Alors, hop là. Troisième cas, on est dans une situation d'un particulier d'une entreprise qui acquiert des titres d'une société à préférence immobilière située en France. Alors, je vais ouvrir le bal, mais ça va être assez simple. On est dans une logique de principe de cession de titres. Donc, pour moi, on est sur la prestation, on se retrouve sur une opération qui est par définition, en principe, exonérée de TVA. Il y a malgré tout, et comme c'est la magie en matière de TVA, il y a le principe, il y a une multitude d'exceptions. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où en fait cette cession donne des droits réels sur l'immeuble, tels que la nue propriété, l'usufruit, on se retrouve dans une autre logique en matière de TVA où on se raccroche en fait comme si on était dans la cession d'un immeuble. Ce sont des cas spécifiques. Donc, quand on se retrouve dans le cadre d'une cession de titre d'une société à préférence immobilière, il faut forcément regarder et analyser précisément quel est le sous-jacent et quel est les droits qu'il confère en tant que tel sur l'immeuble. Pour les particuliers, hein, ce type d'investissement est qualifié d'investissement dans la pierre papier. Et là également, il convient d'étudier les différents régimes qui peuvent être associés aux véhicules que cela concerne. Donc, ce sont toujours les mêmes questions de la finalité, du mode de financement de ces acquisitions, puisque ces éléments ont un impact direct sur la phase suivante, comme je disais tout à l'heure, de détention, que ce soit en matière d'impôt sur le revenu, en fonction de la catégorie dans laquelle les revenus issus de ces investissements dans les sociétés à prépondérance immobilière peuvent être catégorisés, mais également en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Lorsque l'entreprise, donc là, si on enchaîne avec l'entreprise, lorsqu'elle va acheter des titres d'une société à prépondérance immobilière, le principal impact va être sur les frais d'acquisition des titres. Pourquoi? Parce que entre le traitement comptable et le traitement fiscal, on va avoir une divergence, c'est-à-dire que comptablement, nous avons une option, on peut déduire les frais d'acquisition des titres ou les incorporer au prix de revient et les amortir sur 5 ans, alors qu'en fiscalité, donc sur le plan fiscal, cette option n'existe pas. Les frais d'acquisition des titres, ils sont obligatoirement incorporés ils sont inscrits à l'actif et amortis sur 5 ans. Un autre point d'attention lorsqu'on va acheter des titres d'une société à prépondérance immobilière, c'est que cette acquisition, elle ne purge pas la fiscalité latente sur l'immeuble qui se réalisera en cas de cession ultérieure par la société achetée. Donc, on peut le plus souvent sur le marché, donc c'est dans le prix d'acquisition, dans la formule de prix d'acquisition de ces sociétés à prépondérance immobilière qu'on va tenir compte de la fiscalité latente afin en général, ça l'impacte à la baisse afin de ne pas, ne pas augmenter la charge fiscale lors de la cession ultérieure de l'immeuble. Et je pense peut-être il faut juste préciser que cette notion, parce qu'on parle de beaucoup de prépondérance immobilière, cette notion de prépondérance immobilière en fiscalité, elle est assez
on va dire, assez complexe. Donc, nous n'avons pas moins de cinq définitions de prépondérance immobilière. Hein. Donc, une prépondérance immobilière en droit d'enregistrement n'est pas forcément la même qu'en matière d'impôt sur les sociétés, pas forcément la même en matière de taxe 3% et comme ça de suite. Mais on va dire que là, lorsqu'on adresse le sujet des entreprises et acquisition des titres de société à prépondérance immobilière, d'une manière générale, on va dire que la valeur des actifs immobiliers qui sont au bilan de l'entreprise en valeur vénale sont supérieures à 50% de la valeur totale des actifs. Et je pense, Raphaël, que nous pouvons… Ouais. On aborde le sujet un peu clé. Alors, attendez, pourquoi ça se fait? Oui. Si l'acquéreur est établi au UK, c'est-à-dire qu'on est parti sur les différentes slides au début en partant du principe que l'acquisition a été effectuée par soit un particulier, soit une entreprise française. Quid si cet acquéreur est soit un particulier, soit une société au UK? Alors, ce point d'attention provient nécessairement de discussions que l'on a pu avoir, notamment avec l'administration fiscale, parce qu'elle pose deux problèmes. La première, c'est lorsque, au-delà du clivage particulier-entreprise, quand la personne qui acquiert, enfin, l'entité qui acquiert est d'origine étrangère, là nous avons pris forcément anglaise, la question se pose de savoir la nature de la présence en France. C'est-à-dire que le point, c'est que l'acquisition en tant que telle d'un immeuble seul n'est pas constitutif d'un établissement stable. La question est derrière de savoir on revient toujours à la même logique, c'est de savoir quelle va être l'utilisation. C'est est-ce que en parallèle, en combinaison de cet immeuble, des moyens techniques, humains, de manière permanente vont être mis en place en France et au final vont constituer un établissement stable. Ce qui, au regard de la fiscalité indirecte, pose la question a un intérêt dans le cadre notamment des procédures de demande de remboursement de la TVA qui va être encourue au titre de l'achat et au titre des différentes opérations qui vont être effectuées sur ce bien. Donc, encore une fois, on est toujours dans la prospection et la projection de savoir d'acquérir l'immeuble, certes, mais quelle va être la finalité, parce qu'en fonction de la finalité, les modalités qui doivent être mises en place seront complètement différentes. Dans la même veine, effectivement, pour les particuliers, l'acte d'acquisition n'a pas d'impact particulier. En revanche, comme on l'exprimait précédemment, c'est la finalité qui est importante, puisque, bien entendu, le Britannique, lorsqu'il va acquérir un bien immobilier en France, va rentrer en définitive dans le système fiscal français et devenir potentiellement redevable d'un certain nombre d'impôts en France. Donc, en fonction d'une finalité plutôt privative, on va être sur, bien entendu, de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation et de l'impôt sur la fortune immobilière, ou lorsqu'on est sur une part d'investissement locatif, on va être sur de l'imposition à l'impôt sur le revenu ou rentrer dans le système des impôts commerciaux avec de l'IS ou du PIC et bien entendu de la TVA comme le rappelait Raphaël à l'instant. Donc ces acquisitions, en fonction également de la détention et de la modalité de détention directe ou à travers une structure, donc type société translucide ou commerciale, va avoir des impacts, mais à nouveau sur les étapes suivantes. D'un point de vue de l'impôt sur les sociétés, lorsqu'on a une société qui est établie au UK et qui détient un immeuble en France, la question va se poser: quand est-ce que cette société sera taxable en France? Pourquoi? Parce que, à la différence de l'impôt sur les particuliers,
On sait que pour l'impôt sur les sociétés, la règle principale, c'est la territorialité de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que si la société anglaise doit subir l'impôt sur les sociétés en France, c'est que où on a détecté en fait un établissement stable autour de l'immeuble, sachant, comme Raphaël l'a déjà mentionné, la simple détention d'un immeuble n'est pas constitutive d'un établissement stable, mais il faut qu'autour on ait d'autres indices de l'exploitation du service, donc c'est-à-dire que l'immeuble lui-même fait partie d'une exploitation. Et puis, aussi également, on peut avoir un critère tout simplement matériel. Donc, on va avoir l'imposition à l'IS en France des revenus immobiliers de source française, c'est-à-dire qu'on va louer l'immeuble, il est tout simplement loué en France, il va générer des loyers. Ces loyers, ils seront soumis à l'impôt sur les sociétés en France. D'un point de vue, des textes, ça va être la convention franco-britannique qui sera applicable et qui prévoit dans ces articles 4 à 6 donc, les modalités d'imposition des revenus immobiliers. Et puis, d'une manière générale, lorsqu'un immeuble toutes les conventions fiscales qui sont maintenant sur le modèle OCDE, les revenus générés par un immeuble sont taxés dans l'état de situation de l'immeuble. Donc, la société qui est basée au UK, mais qui a un immeuble en France, elle sera taxée en France sur les revenus générés par l'immeuble. On avance. Alors, on a passé le cap de l'acquisition. Donc, une fois qu'on a acquis l'immeuble, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il y a forcément des travaux. Il y a pas forcément. Il y a souvent des travaux et il y a la période de gestion, c'est-à-dire qu'on peut le louer. Dans le cadre de la vie de l'immeuble, en matière de TVA, la situation est assez claire. Il y a différentes options, c'est-à-dire que on peut soit le louer pour des besoins liés à l'habitation, et à ce moment-là, on se retrouvera en principe dans des exos de TVA. On peut le louer de manière professionnelle, de nu, et là, on sera en exo, sauf option. Et on peut le louer de manière équipée, et je reviendrai sur ce terme d'équipé, et on se retrouve en assujettissement. Sur l'habitation, il y a également d'autres alternatives, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on appelle du para-hôtelier et rentrer dans le champ d'application de la TVA si certains critères sont réunis, et notamment il y a 4 types de services et il faut remplir 3 de ces 4 services. Avant de rentrer plus rapidement sur le détail, l'intérêt effectivement de l'assujettissement à TVA est assez évident. C'est qu'à partir du moment où votre activité est assujettie à TVA, elle vous donne la possibilité de déduire la TVA que vous aurez encourue au titre de l'acquisition, ce que l'on a vu sur la première partie, ou dans le cadre de la rénovation et des travaux qui seront effectués sur l'immeuble. 2 points d'attention qui me semblent assez, même 3 en fait, là, quand j'y réfléchis, 3 points d'attention qui sont assez importants. Le premier, c'est la notion de locaux équipés. Dans le texte en tant que tel, la notion d'équipé, louer un local équipé vous permet d'assujettir de plein droit à TVA l'opération. Mais attention, la notion d'équipement varie. C'est-à-dire qu'un local, ce n'est pas parce que vous mettez une table, une chaise et de lampes que le local va être vu comme équipé. En fait, au regard et à travers la jurisprudence et les différentes situations que l'on a vécues dans le cadre de vérification de comptabilité, la notion d'équipement s'apprécie au regard de l'activité en tant que telle du preneur. C'est-à-dire que si vous louez demain à des conseils,
La notion d'équipement sera beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'effectivement, la table, la chaise, peut-être un équipement informatique d'impression ou autre, permettra de qualifier le local d'équipé. Il en est complètement différent si vous louez à une entreprise qui a une activité industrielle, où véritablement, il faudra fournir les différents éléments qui sont nécessaires à son activité. Tout ça pour vous dire que c'est une analyse au cas le cas et que la notion d'équipé est une notion qui est extrêmement vérifiée par les services fiscaux et sur lequel ils font des analyses très pragmatiques pour s'assurer que les équipements qui sont mis à la disposition du preneur sont effectivement suffisants et nécessaires à l'activité, à la réalisation de l'activité de ce preneur. Deuxième point important, je parlais sur les locations professionnelles, la possibilité d'opter. Aujourd'hui, la notion d'option à la TVA est une notion beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'opter local par local et non plus pour un ensemble immobilier, ce qui nous permet d'avoir une plus grande finesse dans l'appréciation et la détermination des locaux qui doivent être, qui vont rentrer dans le champ, de la TVA. Et le dernier point que je voulais évoquer, et ensuite, promis, je vous laisse la parole, sur le para-hôtelier. Le para-hôtelier, c'est et je rejoins un peu ce que disait Yves-Charles, on est dans la situation très souvent de structures qui ont acheté un bien et qui souhaitent effectivement essayer de neutraliser au maximum l'impact de la TVA sur l'achat, sur la construction. Et se disent, c'est pas bête, on va faire du para-hôtelier. Ça va nous permettre de déduire la TVA. Il faut savoir que ce point est extrêmement scruté par les services fiscaux qui analysent de manière très précise si les trois critères, les trois critères sont remplis. Il faut savoir qu'on parle de réception de la clientèle, on parle de la fourniture de linge, on parle du ménage régulier et on parle de la fourniture des petits déjeuners. Alors, dans la doc administrative, il n'est pas requis en tant que tel que ces services soient effectivement rendus. Il faut qu'ils soient à disposition du particulier et du preneur. Ça veut dire que le bailleur doit avoir mis en place une procédure, des abonnements, une coopération avec différents prestataires permettant de fournir ces différentes prestations. Et que d'un point de vue pratique, l'administration vérifie et scrute très étroitement ces situations. On a vu dans le cadre de contrôle des situations un petit peu ubuesques où les inspecteurs demandaient des contrats d'abonnement, allaient vérifier les factures de linge pour s'assurer que la fourniture de linge qui était, les prestations de lavage de linge correspondaient effectivement aux locations qui avaient été déclarées. Et dernier petit point sur cet aspect, nous avons des contentieux en cours sur le sujet, sur des locations en para-hôtelier de très longue durée, parce qu'on a certains particuliers qui ont mis en place des contrats sur 6 mois, 8 mois, avec fourniture de ces différents éléments. Alors, le point n'est pas de savoir s'ils sont effectivement réels ou s'ils sont au bénéfice de personnes de leur famille, mais c'était un moyen pour eux d'essayer de rentrer dans le champ de la TVA et permettre la déduction. L'administration aujourd'hui a une vision très limitative et, comme son nom l'indique, le para-hôtelier s'entend de contrats très courts. Et donc aujourd'hui, la notion de contrat à longue durée, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pose problème dans le cadre de vérification et de l'application de la TVA sur ce type de contrat. Mais ce sont des discussions qui sont toujours en cours. On a des contentieux sur le sujet. Voilà, c'est juste des points d'attention. Je sais que j'étais encore un peu trop long. Je vous laisse la parole. Pas de souci. Donc, pour les particuliers, sans surprise, il y a les effets en fait, des choix qui auront été faits au moment de l'acquisition qui voient jour. Donc, bien entendu, lorsque l'acquisition a été faite pour les besoins de sa résidence principale ou une résidence secondaire à usage privatif, il n'y a pas de revenus, donc pas d'impact en matière d'impôt sur le revenu, à part bien entendu
le paiement des taxes locales. Il en va bien entendu différemment lorsque l'immeuble est générateur de revenus. Et là, il y a plusieurs cas qui peuvent se présenter en fonction de la nature de la location. Donc, les locations nues relèvent des revenus fonciers et les locations meublées relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Les régimes d'imposition sont plutôt variés. On peut, en fonction de plafonds ou de seuils de revenus, soit relever du microfoncier, du micro-BIC, du réel. Donc, il y a un certain nombre de cas qui peuvent être prévus et en définitive, il faut réaliser une étude d'opportunité pour pouvoir bien déterminer quelle est l'option la meilleure, hein, puisque là aussi, l'endettement est un élément et un facteur important, de savoir s'il est préférable de déduire les intérêts d'emprunt ou bien bénéficier de l'abattement forfaitaire pour rester au micro et ainsi de suite. Donc, ou générer des déficits. Donc là, on est sur des études d'opportunité au cas par cas et bien entendu, ces opportunités peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. Dernier point, c'est celui de l'IFI, donc l'imposition sur la fortune immobilière, pardon, qui, elle, est due au 1er janvier de chaque année, dès lors que la valeur nette de l'immobilier, des actifs immobiliers, représente plus de 1,3 million. Donc là aussi, on voit bien que l'endettement, sous certaines réserves, bien entendu, peut avoir un effet important sur le fait d'être redevable ou non de cet impôt, puisque, comme je le disais, il est calculé et il est basé sur la valeur nette, à savoir donc nette de dette. Donc là aussi, étude d'opportunité. Si on reste sur le cas classique en fait, d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui va louer un immeuble et qu'elle va percevoir de loyer, là, il n'y a pas de difficultés particulières. Ces loyers seront compris dans le bénéfice imposable et taxés dans les conditions de droit commun. Lorsqu'on parle de loyer, c'est loyer et autres revenus. Et par autres revenus, très souvent, dans ces contextes, on peut faire référence aux pas de porte, les pas de porte qui sont des sommes d'argent que le propriétaire d'un local à usage commercial, industriel, artisanal va exiger du preneur en sus du prix du loyer annuel. Donc, le régime fiscal de ces pas de porte, en fait, ça dépendra un peu de la nature de ces suppléments de loyer, parce qu'on les traite très souvent comme des suppléments de loyer, et qui seront taxés d'une manière générale sur la durée, donc étalés sur la durée du contrat de bail. Les sociétés, globalement, elles les enregistrent en comptabilité dans un compte de produits constatés d'avance lorsqu'ils sont versés une seule fois lors de la prise, lors de l'entrée dans les locaux. Et puis, ce compte de produits constatés d'avance va se déverser en résultat au fur et à mesure de l'écoulement du contrat de bail. Également, attention aux loyers qui doivent être fixés au prix normal de marché. Donc, lorsque le contrat de location se passe entre des tiers, donc la société loue un tiers, il n'y a pas de raison, donc les loyers sont considérés comme étant, sont présumés comme étant au prix de marché. Lorsque nous avons des locations, surtout entre des parties liées, c'est là qu'il faudra faire attention de s'assurer que les loyers sont bien au prix normal de marché afin qu'on ne prenne pas de risques sur le terrain de l'acte anormal de gestion.
On a dit que là, on se limite en fait au cas classique d'une entreprise française qui est soumise à l'IS. Dans cette présentation, nous ne ferons pas référence à des cas très spécifiques et très particuliers des sociétés qui sont dans le champ d'application de l'IS, mais qui sont assujetties à l'IS, mais qui ne sont pas soumises du fait des régimes spéciaux qui peuvent s'appliquer. Et je pense notamment au SIC et au SPICAV, où là, les loyers font partie des revenus exonérés, puisque derrière, il y a des obligations de distribution de ces sociétés. Donc, je pense qu'on va là, pour l'instant, on va rester sur le cas classique. Exactement. Alors, on va commencer à être très pris par le temps, donc on va de manière très sévère. Là, on aborde forcément la problématique de la rénovation. Alors, je ne sais pas si vous avez des points d'attention. Moi, j'en aurais un seul. Il faut faire attention dans le cadre de la rénovation à l'application du mécanisme de l'autoliquidation, ce qu'on appelle le reverse charge, qui s'applique même entre deux sociétés françaises lorsque l'on est dans une cas de sous-traitance, c'est-à-dire qu'un donneur d'ordre qui sous-traite certains travaux immobiliers, alors même que les deux sociétés sont françaises, eh bien le sous-traitant n'a pas le droit et la possibilité de facturer la TVA à son donneur d'ordre. Le risque, évidemment, c'est que s'il facture cette TVA, cette TVA, comme le dit très cyniquement l'administration, la TVA qui est facturée reste due, mais si elle est facturée à tort, elle n'est pas déductible par le preneur. Donc, le risque d'une TVA facturée à tort au donneur d'ordre, c'est que ce donneur d'ordre n'ait pas la possibilité de la déduire. Donc, je ne sais pas si vous avez un commentaire particulier sur ce slide, sinon on avance. Non, avance. Sur les sociétés, peut-être vraiment très rapidement. Donc, la question va se poser également, est-ce que ces dépenses vont être passées en charge ou amorties? En fait, voilà, donc il faudra regarder est-ce qu'on a la dépense et la prolonger la durée de vie de l'immeuble. Est-ce qu'on parle d'une nouvelle, voilà, d'un nouveau composant de l'immeuble? En fait, c'est pas tant. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, ce n'est pas tant le coût, le montant de la dépense qui est important, mais plutôt sa vocation. Donc, et à partir de là, il faudra faire bien la part de choses entre possibilité de déductibilité, déduction immédiate de la dépense ou son inscription à l'actif et son amortissement. Juste peut-être quand même pour les particuliers, bien entendu, on ne peut parler de déductibilité que lorsqu'on est sur un schéma de location. Hein. Toutes les dépenses de travaux ne sont pas déductibles des loyers. Hein. Les travaux sont limitativement énumérés à l'entretien, la réparation et l'amélioration. Et ce qui n'est pas déductible lors de la détention peut être récupéré entre guillemets au moment de la cession qu'on verra tout à l'heure. Sur le cas d'un propriétaire, quelle est la différence en fait si le propriétaire est établi au UK? Moi, j'aurais un seul commentaire. Tout à l'heure, on évoquait le cas des locations professionnelles qui sont exonérées et pour lequel et donc de facturer de la TVA. Si on met en parallèle le fait que sur beaucoup de mécanismes, l'autoliquidation est appliquée lorsque le prestataire n'est pas établi en France. Il faut faire attention parce qu'on l'a vu assez souvent, il n'y a pas de possibilité de mixer les deux régimes. Je m'explique très rapidement. Un bailleur anglais qui serait détenteur d'un immeuble qui le louerait pour des activités professionnelles et qui aurait décidé d'opter pour la TVA, on ne rentre pas dans le mécanisme d'autoliquidation. C'est une exception qui est prévue en tant que telle par le texte. Donc, le bailleur anglais doit impérativement facturer de la TVA à partir du moment où il a opté au titre de l'article 262 et 6 du CGI. Une petite spécificité, mais on a eu des cas où certains bailleurs pensaient mixer
les deux mécanismes et bénéficier de l'autoliquidation tout en ayant un droit de déduction. Petite attention sur un sujet qu'on a déjà abordé. Hop là. On attaque sur la session. On va faire la session en 3 minutes. Donc, la cession de l'actif. Alors, c'est un peu le pendant de l'acquisition. On l'a abordé un peu tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous avez des points un peu particuliers et divergents de ce qu'on a déjà évoqué sur l'acquisition. Moi, j'ai déjà été assez long, donc je vais vous laisser peut-être la parole sur le sujet. Si vous avez. Alors, pour les particuliers, bien entendu, lorsque là, je fais le lien directement avec les particuliers qui sont notamment résidents du Royaume-Uni, hein, l'imposition des revenus et de la plus-value se fait en France, hein, notamment au regard de l'impôt sur le revenu. Pour ce qui est des plus-values, elles sont soumises à un taux spécifique de 19%, avec également les prélèvements sociaux qui sont dus. Il y a des taxes spéciales, il y a une surtaxe spéciale qui est due lorsque les plus-values sont supérieures à 50 000 euros hors terrain à bâtir, ce qui fait que le montant de l'imposition peut être relativement élevé, le taux d'imposition peut être relativement élevé. Il faut néanmoins mentionner qu'il existe un certain nombre d'exonérations, donc on parlait de la résidence principale, et également d'un mécanisme d'abattement pour durée de détention lorsque ces biens sont détenus par des personnes physiques, qui peuvent aboutir à une exonération de la plus-value dès lors que le bien est détenu pendant 20 ans au regard de l'impôt sur le revenu, 22 ans au regard de l'impôt sur le revenu, ou 30 ans lorsqu'il s'agit des charges sociales. Et lorsque le cédant est une entreprise, lorsque le cédant de l'immeuble est une entreprise, ben là, en fait, l'entreprise elle sera taxée dans les conditions de droit commun, donc au taux normal de l'IS sur le montant de la plus-value de cession. Qu'est-ce que c'est cette plus-value de cession? Ben, en fait, tout simplement, ce sera le prix de cession diminué de la valeur comptable, elle-même diminuée des amortissements, le cas échéant. Donc, autant dire que lorsqu'un immeuble il est à l'actif de la société depuis un certain nombre d'années et qu'il a été entièrement amorti, dans ce cas, on va avoir en fait un prix une plus-value qui sera égale au prix, plus-value qui sera égale au prix de cession. Je propose d'avancer sur les cas un petit peu spécifiques et notamment le cas numéro 3 qu'on a envisagé. C'est lorsqu'il y a une cession immobilière qui est qualifiée d'une transmission d'universalité de biens. C'est en fait la situation d'un transfert de fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise qui est susceptible de suivre une activité économique. Je vais être assez lapidaire sur le sujet en regard de la TVA. Le point important, c'est que c'est un régime obligatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire une option, de choisir ou pas l'application de ce régime qui, dans le vocable classique, s'appelle le 257 bis. Donc, ce régime doit s'appliquer de plein droit. C'est-à-dire qu'on remplit les conditions ou on ne les remplit pas. D'un point de vue risque, eh bien, le risque est toujours analysé en fonction de la partie que l'on analyse. C'est-à-dire que vous êtes vendeur, si vous considérez rentrer dans cette logique de transmission d'universalité de biens, ça veut dire que vous bénéficiez de plein droit de cette suspension de TVA sur l'opération. Si les conditions au final n'étaient pas réunies, l'administration viendrait vous voir en disant vous avez à tort appliqué ce régime et donc vous nous devez de la TVA plus les intérêts de retard sur l'opération. Dans l'autre cas, si on analyse la situation où je considère ne pas être dans ce régime de faveur
et donc j'applique de la TVA et que l'administration vient voir l'acquéreur et considère que les conditions étaient au final réunies, eh bien, le risque pour l'acquéreur, eh bien, c'est d'avoir une TVA qui a été facturée à tort et donc non récupérable. Tout ça pour montrer que l'approche et l'analyse doivent toujours être un peu différentes en fonction de l'endroit où on se situe. Et nous, en tant que conseil, forcément, le conseil sera toujours un peu différent si on est face à, notre client est un acheteur ou un vendeur. Et c'est un point qui est énormément scruté par les services fiscaux en fonction, bien sûr, de la qualification de la personne qui est vérifiée. C'est un point qui est très, très, très important et qui entraîne, au-delà de la dispense de TVA, entraîne plein d'autres implications, c'est-à-dire l'absence de régularisation, ce qui permet de neutraliser en tant que telle une opération et de la rendre la plus lisse possible. Et en matière d'impôt sur les sociétés, donc nous avons également un régime de faveur qui est applicable, mais de manière vraiment dérogatoire et exceptionnelle. Et ce régime de faveur qui donne lieu en fait à un sursis d'imposition. Mais lorsqu'on dit qu'il est d'une application dérogatoire exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il faut un accord, donc c'est uniquement sur agrément. Et là, on est surtout dans des cas où on a un apport d'immeuble au profit d'une société qui l'exploite d'ores et déjà et en qualité de locataire. Donc, il y a un certain nombre de conditions. C'est un régime assez spécifique, mais qu'on voit s'appliquer en pratique voilà, de temps en temps. Parfait. Non. Voulez-vous qu'on avance? On va avancer peut-être sur les situations un petit peu particulières parce que ce sont des schémas qui sont assez intéressants et je sais qu'Yves-Charles avait beaucoup de choses à nous dire et on est un peu pris à l'attente. Donc, les structurations des schémas envisageables. Peut-être juste avant, il y a quand même une petite particularité voilà, pour nos amis britanniques. Lors de la cession des biens immobiliers, alors bien entendu, du fait de la situation du bien immobilier en France, l'imposition relève du droit français. Elle est très similaire à celle auxquelles sont soumis les résidents français. Donc l'imposition au taux de 19%, bien entendu. Il y a la possibilité de voir néanmoins l'impact des prélèvements sociaux allégés, puisqu'il y a une possibilité d'exonération de la CSG et de la CRDS pour les résidents britanniques dès lors qu'ils sont affiliés à un système de sécurité sociale britannique. Et là également, en revanche, il y a le maintien du prélèvement de solidarité de 7,5%, ce qui allège un tout petit peu la facture néanmoins. Une nouvelle néanmoins particularité, c'est que l'effet du Brexit rend nécessaire la désignation d'un représentant fiscal en France pour tous les Britanniques qui cèdent un immeuble en France. Et donc, avec notre business partner ATR, on a aujourd'hui, on intervient auprès de nos clients britanniques qui sont dans cette situation. C'est une grande nouveauté pour eux. Et voilà, on les accompagne souvent. C'est une surprise pour eux, puisque jusqu'à présent, les sessions se réalisaient sans représentant. Mais voilà, c'est un des effets du Brexit à mentionner. Alors, j'essaie de récupérer la main désespérément. Voilà. Donc, structuration de l'actif, les schémas envisageables. Alors, on a quelques slides. Je vous laisse me dire si on voulait qu'on parle de l'usufruit, peut-être, Charles ou Elena. Je pense qu'en fait, sur la partie, lorsqu'on va parler d'usufruit, pour la partie impôt sur les sociétés, il sera assez limité parce qu'on le voit en pratique de manière très spécifique, mais surtout dans
dans certains schémas d'investissement lorsqu'on est dans des partenariats avec des personnes publiques privées. Donc, il est possible. Après, d'une manière générale, l'usufruitier, il sera taxé sur les bénéfices qu'il en tire. Et puis, l'amortissement sera pratiqué par le nu propriétaire. Donc. Alors, le démembrement de propriété pour les particuliers est important, il peut être un élément important en vue d'une gestion patrimoniale dynamique, notamment en vue d'une transmission. Et nous, en patrimonial, on a plutôt l'habitude de travailler sur la nue propriété, c'est-à-dire que on voit et on organise souvent la donation de la nue propriété, ce qui permet du vivant, donc du donateur, de réduire l'assiette des droits de donation et puis de voir au moment du décès du donataire un effet bénéfique puisqu'il n'y aura plus de droits de succession exigibles à ce moment-là. Donc, c'est un élément, le démembrement est un outil très utilisé, y compris pour des non-résidents, sous un certain nombre de réserves, bien entendu, puisque ce ne sont pas forcément des notions qui sont connues par notamment nos amis britanniques, mais ce sont des outils qu'il ne faut pas ignorer dans la gestion dynamique du patrimoine. Ouais. Peut-être un point sur un schéma qui est assez classique et que l'on met de plus en plus en place, on appelle sell and lease back. Je ne sais pas qui veut prendre la main sur ce sujet, sinon je l'attaque. Oui, je peux peut-être préciser que nous avons un dispositif, c'est un nouveau dispositif d'étalement en fait, de l'imposition des plus-values des cessions correspondantes. Donc, c'est un dispositif qui est limité dans le temps et qui est très, très encadré. Mais il faut garder à l'esprit qu'en ce moment, nous avons un dispositif qui nous permet d'organiser certains schémas de structuration qui sont particulièrement avantageux parce qu'il permet l'étalement de la plus-value de cession. Je vais peut-être laisser Yves-Charles et un TVA, si vous continuez là-dessus. Alors pour ma part, ce sont des opérations qui sont très peu, voire pas possibles dans un certain nombre de cas par des particuliers. Donc je laisse Raphaël à la fin. Alors non, peut-être un commentaire sur le crédit bail. On a eu pas mal de jurisprudence et de cas de remise en cause des qualifications de crédit bail. Pourquoi ? Parce que la notion de crédit bail s'entend d'une période de location et après une période de cession. Il y a eu plusieurs cas où en fait la cession, les levées d'options en tant que telles apparaissaient comme quasi automatiques, c'est-à-dire que ce n'était pas un élément, un vrai choix pour le preneur. C'est-à-dire que soit la valeur de levée d'options ou les durées faisaient qu'il n'avait aucun c'était évident qu'il allait lever l'option. Et donc, l'administration a considéré que dans ce type de contrat, il fallait le requalifier et que la cession et le transfert de propriété de l'équipement de l'asset était dès le début de l'opération et non pas au moment de levée d'option. Donc, ça, c'est un point qui est important à scruter dans le cadre des contrats pour bien s'assurer que dans le cadre du crédit bail, ce crédit bail, cette qualification et cet étalement en tant que tel et les implications en matière de TVA ne pourront pas être remises en cause par l'administration fiscale. Il y a pas mal de dossiers en cours sur le sujet. Petit point aussi important, c'est que la structuration effectivement d'un projet immobilier, elle se fait nécessairement en amont en fonction de la qualité et de l'activité, comme on l'a dit tout au long de cette présentation, des différentes parties. Et quand vous avez certains intervenants qui ont des droits à déduction limités par rapport à leur activité de banque, par rapport à l'activité assurantielle, par rapport à l'activité de logement social ou autre,
il est toujours intéressant, ou même hospitalier, il est toujours intéressant en amont de structurer par le biais de différentes structures qui vont être d'une part en charge de la construction et d'autres de la gestion. On a la possibilité de mettre en place des crédits baux étalés sur comment ça s'appelle, des durées différentes avec une modularité dans l'option de la TVA pour essayer de neutraliser l'impact négatif du coût de la TVA sur la construction et sur la gestion au quotidien du bien immobilier. Donc, il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de fatalité. Le pilotage à tout niveau en matière de TVA, d'IS et de gestion patrimoniale s'effectue, peut être planifié. Pour autant, il faut prendre la problématique bien en amont. Il n'y a pas d'interaction, donc forcément, ce que l'on va faire, c'est qu'on va peut-être modifier 2-3 points sur les slides, les transmettre à la CCI qui transmettra à tous les participants et aux personnes qui se sont inscrits. Je tenais encore une fois à vous remercier. Je laisse le mot de la fin à Elena et à Yves-Charles. Également, un grand merci à la CCI pour l'organisation, un grand merci à tous pour votre participation et vraiment n'hésitez surtout pas si vous avez des questions parce qu'effectivement ces formats, ce sont les formats des webinaires qui font que sur des informations qui sont assez denses, complexes, c'est difficile de vraiment les traiter dans leur ensemble, mais nous espérons avoir pu vous donner au moins un aperçu des principales questions qu'on peut se poser dans le contexte immobilier, de la fiscalité immobilière, dans un contexte franco-britannique. Pas grand-chose à rajouter. Hein. Je ne peux que remercier, continuer à remercier et effectivement encourager les participants à nous interroger pour justement faire pour avoir une vision un peu plus au cas par cas et qui nous semble être la plus appropriée, les sujets étant bien entendu très variés et les réponses ne pouvant être que ciselées en fonction de la situation particulière des clients. Voilà. Peut-être que dans un avenir proche, nous aurons des réunions en présentiel, peut-être. Qui sait? Très bien. Qui sait? Nous l'espérons toujours, en tout cas à la Chambre, et nous vous remercions pour cet exposé et toutes ces informations bien fournies, bien denses pour le début de cette matinée. En tout cas, un grand merci à vous trois. Et ce soir, en fait, nous avons en fait un autre événement sur la blockchain, crypto-monnaie, NFT et Metaverse, donc qui sera en hybride, mais on a du mal encore à faire revenir les gens malheureusement. Donc peut-être que la prochaine fois, on pourra faire cet événement à la Chambre, effectivement, et vous recevoir tous. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Un grand merci à vous trois. Et à très bientôt, puisqu'il y a d'autres événements Low Coffee Morning qui sont programmés. Merci Valentine pour ton aide. Merci et bonne journée. Bonne journée.